Bonjour, je suis Julien. J'ai 28 ans. Mardi après-midi dernier, mon propre sang, mon frère aîné, m'a violemment giflé en plein visage au milieu d'une boutique de montres de luxe haut de gamme. Il l'a fait juste sous l'éclat aveuglant de lustres en cristal importé. Il l'a fait juste devant le personnel horrifié de la boutique. Il l'a fait juste devant sa riche fiancée de la haute société. J'étais juste là, m'occupant de mes affaires, dépensant enfin mon propre salaire durement gagné pour quelque chose de bien pour moi après des années de labeur dans l'ombre. Il a fait irruption, m'a regardé avec un dégoût absolu et sans filtre, m'a traité d'ombre pathétique, et m'a frappé. Il pensait vraiment qu'il avait le pouvoir ultime dans cette pièce. Il pensait qu'il pouvait m'humilier en public, briser mon esprit, et me remettre à ma place, tout comme nos parents l'avaient fait à huis clos pendant mes 28 années d'existence sur cette terre. Mais il y avait une chose massive que mon frère ne savait pas. Il ne savait pas que la grande femme, incroyablement élégante, qui se tenait à quelques pas de là, regardant tranquillement une vitrine en velours de cadran incrusté de diamants, était Victoria. C'était une milliardaire de la tech. C'était une femme dont le portefeuille immobilier commercial à lui seul pouvait acheter toute sa vie, ses fausses entreprises, et la maison de nos parents 100 fois sans faire une brèche dans son compte en banque. Et quand elle a vu sa main frapper mon visage, elle s'est avancée. La température dans la pièce a chuté. Sa voix était comme de la glace absolue, coupant le silence de la boutique. Elle a regardé mon frère droit dans les yeux, a pointé un doigt parfaitement manucuré sur sa poitrine et a dit « Touche encore à mon mari et tu verras ce qui se passera ». Mon frère s'est complètement figé. Le sourire arrogant et suffisant a fondu instantanément de son visage. Il a bégayé, la mâchoire tombante, son visage devenant complètement pâle alors que le sang se retirait de ses joues. Il a réalisé l'ampleur de l'erreur qu'il venait de commettre. Il a réalisé qu'il venait d'agresser un homme devant une milliardaire qui me revendiquait comme sien. Et en ce moment, ma famille implore mon pardon. Leurs vies sont entièrement bouleversées, noyées dans les conséquences de leurs propres actions toxiques. Avant que je vous raconte exactement comment nous en sommes arrivés à ce moment explosif et à la vengeance brutale, légale et financière qui a suivi, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que la justice finit toujours par rattraper les méchants. Et n'oubliez pas de me dire de quelle ville ou de quel état vous regardez aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toujours et j'adore voir où se trouvent mes soutiens. Maintenant, prenez une tasse de café, installez-vous confortablement, et retournons là où tout ce cauchemar a vraiment commencé. La boutique était d'un silence de mort. C'était le genre de silence lourd et suffocant qui résonne réellement dans vos oreilles. Je pouvais entendre le tic-tac faible et méticuleux de centaines de chefs-d'œuvre mécaniques enfermés dans leurs vitrines en verre impeccable et poli. Ma joue droite brûlait d'une chaleur féroce et rayonnante. Je pouvais sentir le contour exact de la main de Preston imprimé sur ma peau, palpitant au rythme de mon cœur qui s'emballait. Pendant une fraction de seconde, le monde entier a simplement cessé de tourner. L'air semblait épais. Preston fixait Victoria, complètement paralysé par l'autorité pure et sans phare qui émanait de sa posture. Preston était un homme qui vénérait l'argent. Il vénérait le statut de la haute société. Il avait construit toute sa personnalité fragile autour de la grande illusion de la richesse. Et debout juste en face de lui, lui barrant le chemin vers moi, se trouvait une femme qui possédait plus de pouvoir tangible réel qu'il ne pourrait jamais en comprendre en plusieurs vies. Son tailleur de créateur était impeccable. Son regard était perçant. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle a simplement parlé avec le volume calme et terrifiant de quelqu'un qui pouvait ruiner toute votre vie d'un seul coup de fil. Je suis resté là, à regarder mon frère, l'enfant prodige, celui à qui tout avait été servi sur un plateau d'argent dès son premier souffle. Cette gifle n'était pas seulement à propos d'une montre de luxe. Il n'a jamais été question de la montre. C'était 28 ans de ressentiment profond, de suffisance étouffante et d'abus psychologiques incessants concentrés en un seul coup physique violent. C'était la manifestation physique absolue de la façon dont toute ma famille me voyait. Je n'étais rien pour eux. J'étais juste l'ombre. J'étais le punching ball qu'ils utilisaient pour se sentir plus grands, le dépotoir de toutes leurs insécurités. Alors que les agents de sécurité privés de Victoria entraient dans la salle d'exposition principale, leurs costumes sombres et leurs oreillettes signalant que cette situation était sur le point de s'aggraver considérablement, le directeur de la boutique s'est précipité. C'était un homme plus âgé, vêtu d'un costume à fines rayures élégant, et il avait une expression de panique pure et sans mélange sur le visage. Il savait exactement qui était Victoria.
Il connaissait sa fortune nette et il savait qu'une altercation violente dans son magasin haut de gamme pourrait ruiner sa carrière et la réputation impeccable du magasin. J'ai regardé tout cela se dérouler comme si j'avais une expérience hors du corps. La musique classique qui jouait doucement depuis les haut-parleurs cachés semblait se moquer du chaos absolu qui se déroulait sur le sol en marbre. À ce moment précis, debout sous ces lumières vives avec la piqûre de la trahison sur mon visage, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé au plus profond de ma poitrine. Une chaîne s'était finalement rompue. L'ancien Julien, celui qui aurait baissé la tête, se serait excusé d'avoir causé une scène, aurait pris le blâme et aurait désespérément essayé de maintenir la paix pour protéger la fragile image de la famille, et mort là, sur ce sol poli. J'en avais entièrement fini d'être la victime. J'en avais fini de rétrécir ma personnalité, de cacher mon intelligence et d'enterrer mes ambitions juste pour que mon frère aîné puisse prendre toute la place dans la pièce. Pour comprendre pourquoi un simple achat d'une montre de luxe et une folle méprise d'identité de la part d'une milliardaire de la tech ont brisé 28 ans d'obscurité totale, nous devons remonter le temps. Nous devons retourner aux racines profondes, toxiques et pourries d'une dynamique familiale qui était spécifiquement conçue pour briser mon esprit et me maintenir entièrement soumis. La tempête que vous venez de voir dans cette boutique n'était que le début. Ce n'était que le premier coup de tonnerre. Je n'avais absolument aucune idée de l'ampleur des dégâts, ni du nombre de vies qui allaient être complètement démantelées au moment où le dîner du dimanche arriverait. Grandir dans ma maison signifiait apprendre très tôt les règles tacites d'un jeu très truqué. Mes parents, Diana et Richard, avaient une vision très claire et inébranlable de leur héritage familial. Et l'unique héritier de cet héritage s'appelait Preston. Preston avait 2 ans de plus que moi, mais dans la hiérarchie de notre maison de banlieue, il aurait tout aussi bien pu être un prince royal vivant dans un univers entièrement différent. Notre maison était confortable. Nous vivions dans un beau quartier avec une association de propriétaires stricts, des pelouses manucurées et 2 voitures dans l'allée. Nous n'étions pas en difficulté financière, loin de là. Mais les ressources, l'affection, la patience et les opportunités étaient distinctement et cruellement divisées par une ligne invisible. Je me souviens du jour exact où Preston a eu 16 ans. Un SUV brillant et flambant neuf est apparu dans l'allée avec un énorme nœud en velours rouge collé sur le capot. C'était sa grande récompense pour avoir maintenu un dossier scolaire complètement moyen et très peu impressionnant. Il avait des notes C, une attitude terrible et une mauvaise habitude de se faufiler hors de sa chambre par la fenêtre le week-end. Mais mes parents le regardaient avec une adoration aveugle. Ils l'appelaient un esprit libre. Ils disaient qu'il avait juste besoin de la bonne motivation et qu'une nouvelle voiture lui apprendrait la responsabilité. Exactement 2 ans plus tard, quand j'ai eu 16 ans, il n'y a pas eu de voiture. Il n'y a pas eu de nœud. Mes parents m'ont assis à la table de la cuisine, m'ont tendu une épaisse pile de formulaires de demande d'emploi pour les magasins de détail locaux et m'ont dit qu'il était temps de forger mon caractère. Mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit que le travail acharné était le seul moyen pour moi de devenir quelqu'un. Alors, j'ai travaillé tard le soir dans une grande épicerie locale. Je portais un uniforme en polyester qui grattait. Je passais mes week-ends à ranger de lourdes boîtes en carton de conserve jusqu'à minuit, à nettoyer les allées et à m'occuper de clients en colère juste pour acheter mon propre manteau d'hiver et payer mes propres fournitures scolaires. Je regardais Preston partir à des fêtes dans la voiture que mes parents lui avaient achetée, en utilisant l'argent de l'essence que mes parents lui donnaient, pendant que j'attendais le bus de la ville sous une pluie glaciale. Quand est venu le temps de l'université, la disparité est devenue un gouffre béant et indéniable. Mes parents ont volontairement liquidé une grande partie de leurs investissements à long terme. Ils ont même pioché dans leur propre compte de retraite 401K pour s'assurer que Preston aille dans une université privée coûteuse hors de l'État, complètement sans dette. Ils voulaient qu'il se crée un réseau avec l'élite. Ils voulaient qu'il ait la véritable expérience universitaire sans fardeau. Ils lui ont organisé une immense fête de départ, invitant tous les voisins et amis de la famille pour se vanter de son brillant avenir. 1 an plus tard, lorsque ma lettre d'acceptation à un programme d'architecture très prestigieux et incroyablement compétitif est arrivée par la poste, j'ai couru dans le salon, le cœur battant de pure joie. J'ai tendu l'épaisse enveloppe à ma mère. Elle l'a ouverte, a regardé les frais de scolarité imprimés sur la 2e page, a soupiré lourdement et a fait glisser le papier sur la table basse vers moi. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas dit félicitations. Elle m'a regardé avec un pragmatisme froid et m'a dit que nous ne pouvions tout simplement pas nous le permettre. Elle a dit que le fonds d'études était entièrement épuisé par les frais de scolarité de Preston et que je devais être réaliste quant à ma situation dans la vie.
Elle a suggéré que je regarde un collège communautaire local ou que je prenne peut-être plus de quarts de travail à l'épicerie. J'ai refusé d'abandonner mon rêve. J'ai passé les 4 années suivantes à travailler à plein temps dans une quincaillerie pendant la journée tout en suivant des cours du soir épuisants et brutaux. J'ai broyé mes os en poussière pour obtenir mon diplôme d'architecture, survivant avec des nouilles ramen bon marché et 4 heures de sommeil par nuit tout en me noyant simultanément dans des prêts étudiants fédéraux paralysants. Mais le véritable architecte de cette division familiale massive n'était pas seulement mes parents. C'était ma tante Béatatrice. Béatatrice était la sœur aînée de ma mère. C'était une femme qui possédait un sourire du sud doux et parfaitement étudié, et un cœur plein de venin absolu et non filtré. Elle vivait à 2 villes de là, était la présidente de son association de propriétaires locales et n'aimait rien de plus que de semer la zizanie. Elle avait un fils du même âge que Preston, et elle traitait mon frère comme une extension de son propre enfant prodige. Mais pour une raison inexplicable, elle me méprisait depuis le moment où j'ai pu former des phrases complètes. À chaque dîner de Thanksgiving, chaque matin de Noël, chaque réunion de famille, Béatatrice s'asseyait dans la cuisine avec ma mère, sirotant du vin importé cher et chuchotant du pur poison. Je passais devant la porte en portant des assiettes à la salle à manger et j'entendais sa voix nette et jugeante couper l'air. Elle disait des choses comme « Julien est si calculateur, Diana. Tu dois vraiment faire attention à ce garçon. Il est bien trop silencieux. Il n'a pas le cœur chaleureux et généreux de Preston. On voit bien qu'il n'attend que de profiter de vos finances. » Ma mère, qui idolâtrait sa sœur aînée, absorbait chaque mot de ce récit toxique. Au fil du temps, les chuchotements de Béatatrice sont devenus la réalité concrète de mes parents. J'ai été dépeint comme le fardeau froid et ingrat qui avait toujours un motif sombre et ultérieur. Preston était l'étoile sensible et brillante qui avait juste besoin d'un peu plus d'aide financière, un peu plus de financement, un peu plus de grâce. Chaque fois que Preston échouait à un cours universitaire, accidentait sa voiture ou se faisait renvoyer d'un emploi d'été, c'était le monde qui était injuste avec lui. C'était un mauvais professeur, une route glissante, un patron jaloux. Chaque fois que je réalisais quelque chose comme être sur la liste du doyen ou décrocher un stage, c'était traité avec une profonde suspicion ou complètement ignoré. J'ai avalé l'injustice aveuglante parce que je croyais au mensonge que chaque enfant mal aimé se raconte pour survivre à la nuit. Je croyais qu'une fois que je serais très réussi, une fois que j'aurais prouvé ma valeur indéniable au monde, il me verrait enfin. J'avais incroyablement, dangereusement tort. Avance rapide jusqu'à la fin de ma vingtaine. Je travaillais comme designer d'intérieur et architecte senior dans un cabinet de conseil haut de gamme et très compétitif au cœur de la ville. Je consacrais 60 à 70 heures par semaine à mon travail. Je concevais des espaces commerciaux de luxe pour des clients d'entreprises massifs. J'étais exceptionnellement bon dans ce que je faisais. J'avais une vision unique, une éthique de travail implacable forgée dans les feux de mon enfance et un besoin brûlant et désespéré de me garantir un avenir financier où je n'aurais jamais à compter sur un seul être humain pour quoi que ce soit. Mais mon patron direct, un homme nommé Grégory, était un maître manipulateur psychologique. Grégory était un type qui portait des costumes italiens parfaitement taillés, jouait au golf avec de riches clients d'entreprise le mardi après-midi, conduisait une voiture de sport en leasing qu'il pouvait à peine se permettre. Et s'attribuait de manière effrontée le mérite de chaque rendu de fin de soirée et de chaque plan complexe que j'ai jamais produit. Pendant 6 mois épuisants et exténuants, j'ai travaillé sans relâche sur un projet massif pour un nouveau siège social d'entreprise en centre-ville. C'était le projet qui devait garantir ma promotion au poste d'associé junior. C'était le projet qui apporterait enfin l'augmentation de salaire massive dont j'avais désespérément besoin pour rembourser la dernière partie paralysante de mes prêts étudiants. J'ai sacrifié mes week-ends. J'ai sacrifié mon sommeil. Je n'avais absolument aucune vie personnelle. Je vivais de café noir et d'adrénaline. Le matin de la présentation finale au conseil d'administration du client, Grégory m'a appelé dans son bureau aux parois de verre. Il a arboré un visage de fausse préoccupation. Il m'a dit qu'il y avait une énorme erreur de bureau avec nos permis de zonage et que je devais rester au bureau pour m'occuper de la paperasse urgente. Il m'a dit qu'il prendrait ma présentation, mes conceptions, mes 6 mois de vie entiers et les présenterait lui-même au conseil pour sauver l'affaire. Je lui ai fait confiance. Je suis resté. Il est allé à la réunion, a utilisé mes notes de discours exactes, a revendiqué mes conceptions comme ses propres créations et a décroché un contrat de plusieurs millions de dollars. Quand il est revenu au bureau cet après-midi-là, les associés principaux ont organisé une somptueuse célébration au champagne pour lui dans la salle de conférence principale.
J'ai regardé depuis mon petit cubicule alors qu'il portait un toast à son génie pur, sa vision novatrice, son utilisation brillante de l'espace. Plus tard dans l'après-midi, Grégory m'a pris à part près de la salle de pause du bureau. Il m'a tapé fort sur l'épaule, m'a fait un sourire écœurant de condescendance et a dit « Bon travail pour la mise en forme de ces diapositives PowerPoint, Julien. Tu es un vrai joueur d'équipe. Nous parlerons d'un petit bonus en carte cadeau à la fin du trimestre. » Je me suis senti physiquement malade. Mon estomac est tombé dans un puits sans fond. La rage que je réprimais depuis des années, non seulement envers Grégory, mais aussi envers mes parents, tante Béatatrice, Preston, a commencé à bouillir comme une casserole laissée sur un feu vif. Mon collègue et seul ami proche au cabinet, un type nommé Félix, a vu toute la scène. Plus tard dans la soirée, autour de quelques bières bon marché dans un bar miteux et collant au coin de la rue, Félix m'a regardé avec une préoccupation profonde et sincère. Il a claqué sa bouteille de bière sur la table en bois et a dit « Tu dois quitter cet endroit, Julien. Tu laisses Grégory te traiter comme un paillasson complet. Tu es un architecte brillant. Tu as fait le travail de 3 hommes sur ce projet, mais tu te comportes comme si tu méritais d'être puni. Tu dois te respecter avant que quiconque dans cette ville ne le fasse. » Félix avait entièrement raison. J'avais passé toute ma vie d'adulte à attendre la validation de personnes profondément engagées à me mal comprendre et à exploiter mon travail, mes parents, ma tante, et maintenant mon patron. Je suis rentré chez moi dans mon petit appartement cette nuit-là, je me suis assis sur mon canapé bon marché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié mon compte en banque. Malgré tout, malgré les prêts et le salaire insultant de bas que Grégory me maintenait, j'avais économisé une somme d'argent substantielle. Je vivais de manière incroyablement frugale, je conduisais une voiture de 10 ans et je ne partais jamais en vacances. Mes économies avaient tranquillement atteint une somme très saine et substantielle. J'ai décidé sur le champ que j'allais faire quelque chose de complètement, follement hors de mon caractère. J'allais cesser d'attendre que quelqu'un d'autre me donne une récompense que j'avais déjà méritée. J'allais cesser d'être l'ombre. J'allais m'acheter un symbole physique de ma propre valeur indéniable. J'allais acheter une montre de luxe que j'admirais à travers une vitrine fortifiée depuis 2 années entières. C'était une décision impulsive et radicale. C'était un acte de rébellion silencieuse et puissante contre un monde qui me disait constamment que je n'étais pas assez. Je n'avais absolument aucune idée que ce simple acte d'autosoin financier allait faire exploser une bombe nucléaire au milieu de ma vie. Je pensais que cette décision m'apporterait un moment de paix. J'étais sur le point d'entrer directement dans un ouragan de catégorie 5. Le lendemain après-midi, j'ai pris une pause déjeuner prolongée. J'ai complètement ignoré la pile de révision de Grégory qui se trouvait sur mon bureau, je suis sorti de l'immeuble de bureau et j'ai marché directement vers le centre-ville jusqu'à la boutique de montres de luxe. C'était le genre d'établissement d'élite qui avait un énorme garde de sécurité au visage de pierre à la lourde porte en verre. L'intérieur sentait intensément l'acajou poli, le cuir riche et une immense richesse générationnelle. L'éclairage était parfaitement calibré pour faire briller les diamants et l'acier inoxydable brossés comme des étoiles dans le ciel nocturne. Je portais une simple chemise bleu marine prête à accent grave porté et un pantalon gris standard. Je m'attendais à être complètement ignoré, jaugé ou tranquillement jugé par le personnel de vente haut de gamme. Je me suis préparé à la condescendance habituelle. Au lieu de cela, une conseillère de vente nommée Clara s'est immédiatement approchée de moi. Elle avait un sourire chaleureux et profondément sincère qui atteignait ses yeux. Elle n'a pas jugé mon manque de costume italien sur mesure ni les marques d'usure visibles sur mes chaussures en cuir. Je lui ai dit exactement quelle montre je cherchais, et nous avons passé 30 minutes à parler en profondeur de l'artisanat. Nous avons discuté des mouvements automatiques complexes, du verre en cristal de saphir et de la riche et complexe histoire de la marque. Elle m'a traité comme un VIP. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti véritablement respecté. Je me suis senti comme un être humain avec une valeur réelle, engagé dans une transaction financière où ma présence était honorée et mes connaissances appréciées. J'ai finalement choisi la belle montre classique avec un cadran bleu océan profond. C'était indéniablement cher. C'était une part importante de mes économies durement gagnées, mais j'avais l'argent sur mon compte courant, prêt à être utilisé. Clara était à la caisse en acajou, préparant les documents d'authentification et la boîte de garantie. Elle m'a offert un verre d'eau pétillante sur un plateau d'argent. Je l'ai pris, debout près de la vitrine avant, regardant mon reflet dans le verre poli, ressentant un moment rare et profond de paix sincère et tranquille. Puis la lourde porte en verre s'est ouverte avec une poussée violente et agressive.
Un rire fort, profondément odieux et grinçant a retenti dans le magasin calme et raffiné, brisant complètement l'atmosphère. C'était Preston. Il est entré, flanqué de son meilleur ami, Derek, un type qui était essentiellement le supporter personnel et le béni-oui-oui de Preston. Et juste à côté d'eux se trouvait Vanessa. Vanessa était la riche fiancée de Preston. Elle venait d'une vieille famille bien établie. Sa famille possédait une chaîne de concessionnaires automobiles. C'était le genre de femme qui conduisait une Porsche 911 noire, élégante et rugissante, portait des bijoux en platine discret qui coûtaient plus cher qu'une maison de banlieue, et portait des sacs de créateurs qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Preston essayait constamment et désespérément de l'impressionner, elle et sa famille. Il passait ses journées à prétendre qu'il était un entrepreneur autodidacte très prospère qui construisait un empire immobilier. En réalité, il continuait de vider les comptes de retraite de nos parents, de contracter des prêts secrets auprès de la tante Béatrix et de brûler de l'argent pour financer ces startups technologiques ridicules et ratées qui n'ont jamais rapporté un seul centime. Les yeux de Preston ont balayé la pièce élégante, cherchant vraisemblablement un vendeur à intimider. Lorsque son regard s'est posé directement sur moi, son expression est passée instantanément de la confiance arrogante et performative à une profonde irritation viscérale. « Julian, que diable fais-tu dans un endroit comme celui-ci » a-t-il demandé, sa voix délibérément forte, conçue pour attirer l'attention de chaque employé et client du magasin. Derek ricana doucement à côté de lui, croisant les bras. Vanessa m'a simplement regardé avec une curiosité douce et détachée, ajustant la sangle de son sac à main. J'ai pris une lente et profonde inspiration, ancrant fermement mes pieds au sol. J'ai gardé ma voix parfaitement égale, refusant de le laisser voir mon rythme cardiaque s'accélérer. J'achète une montre. Preston a laissé échapper un rire rauque et aboyant qui a grincé dans l'atmosphère silencieuse. Il s'est approché de mon espace personnel, l'envahissant entièrement, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Acheter une montre ici? Quoi? Tu mets un acompte de 5 $ sur un bracelet de montre en cuir? Ou tu es venu ici pour demander s'ils ont besoin de quelqu'un pour nettoyer les vitrines? Cet endroit est complètement hors de ta portée, Julian. Tu te ridiculises. Retourne dans le centre commercial discount où tu fais habituellement tes courses avant qu'ils n'appellent la sécurité pour vagabondage. Je n'ai pas détourné le regard. Pour la première fois en 28 ans de vie dans son ombre étouffante et misérable, je n'ai pas baissé les yeux vers le sol. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon visage un masque de calme absolu. Je paie intégralement, Preston. C'est mon argent. Je l'ai gagné en travaillant 60 heures par semaine. Maintenant, s'il te plaît, recule et laisse-moi tranquille. Je termine ma transaction. Mon défi soudain et sans complexe l'a entièrement pris au dépourvu. L'enfant prodige n'était tout simplement pas habitué à ce que l'ombre réponde. Il était habitué à ce que je m'effondre, que je m'excuse et que je m'enfuis. Son visage a rougi d'un rouge sombre, en colère et laid. Les veines de son cou ont gonflé. Il a réalisé que Vanessa était juste là, le regardant attentivement, jugeant sa capacité à contrôler la situation et à affirmer sa domination en tant que mâle alpha. Il devait me remettre à ma place immédiatement. Il devait me briser devant son public. Espèce de menteur pathétique, a-t-il sifflé, pointant un doigt directement sur mon visage, sa salive volant. Tu essaies juste de te faire remarquer parce que tu sais que Vanessa est là. Tu essaies de faire semblant d'être quelque chose que tu n'es pas. Tu as toujours été profondément, obsessionnellement jaloux de moi. Tu es jaloux de ma vie, de mon succès, de mon entreprise et de ma belle fiancée. Tu n'es rien d'autre qu'une ombre triste et misérable qui essaie de se déguiser dans le magasin d'un homme riche. Tu es un échec dans ton cabinet et tu es un échec en tant qu'homme. La cruauté de ces mots flottait dans l'air, mais au lieu de me briser, j'ai senti une étrange clarté froide m'envahir. Je ne suis pas jaloux d'un homme qui a 30 ans et qui a encore besoin de sa maman pour payer sa facture de carte de crédit mensuelle, ai-je répondu doucement, ma voix stable, froide et assez forte pour que Vanessa entende clairement. Je ne suis pas jaloux d'un homme dont les entreprises sont entièrement financées par les fonds de retraite volés de nos parents. C'était ça. C'était le point de rupture absolue. La vérité brute et sans filtre a brisé son ego fragile et soigneusement construit en 1 million de morceaux déchiquetés. Sans une seule seconde d'hésitation, poussé par une rage narcissique pure, Preston a levé la main et m'a giflé en plein visage de toutes ses forces. Le bruit de la peau contre la peau a retenti dans la boutique comme un coup de feu. Ma tête a basculé sur le côté. Clara a haleté bruyamment,
laissant tomber son stylo coûteux sur le sol en marbre. Derek a reculé rapidement, les yeux écarquillés, réalisant soudain que son ami avait poussé les choses bien trop loin, en territoire criminel. Et c'est exactement à ce moment-là que la voix froide, profondément autoritaire et terrifiante a coupé l'air lourd depuis le fond de la pièce. Touche encore à mon mari et tu verras ce qui se passera. Victoria est sortie de la salle de visionnage privée VIP. Elle portait un tailleur de créateur parfaitement ajusté, projetant une aura de pouvoir absolu et indéniable. Elle s'est dirigée directement vers nous, ses talons claquant sèchement et méthodiquement contre le sol en marbre. Preston était paralysé. Il l'a reconnu instantanément. Quiconque lisait un magazine financier, regardait les nouvelles ou travaillait dans les affaires en ville savait exactement qui était Victoria. Elle m'a regardé directement. Un bref éclair de confusion sincère a traversé ses yeux perçants lorsqu'elle a vu mon visage de près, réalisant que je n'étais pas son mari, Sébastien. Nous avions la même carrure athlétique, les mêmes cheveux noirs, le même profil de dos. Mais elle n'a pas manqué un seul battement. Elle n'a pas faibli. Elle a vu l'empreinte de la main rouge vive s'épanouir sur mon visage. Elle a vu la main levée de Preston trembler légèrement dans les airs. Elle a vu un tyran. Le directeur de la boutique, Monsieur Montgomery, s'est pratiquement matérialisé de nulle part, transpirant abondamment, le visage pâle. Y a-t-il un problème ici, Miss Victoria, a-t-il demandé, sa voix tremblant légèrement sous son regard intense. Cette excuse pathétique d'homme vient d'agresser physiquement votre client, a dit Victoria, pointant un doigt parfaitement manucuré directement sur la poitrine de Preston. Je vous suggère de le faire sortir des lieux immédiatement avant que mon équipe juridique personnelle ne ferme tout ce pâté de maison et ne traîne votre magasin dans un procès massif. Monsieur Montgomery n'a pas hésité une fraction de seconde. Il a agressivement fait signe au grand garde de sécurité. Marcus, monsieur, je vais vous demander de quitter les lieux immédiatement. Nous avons une politique de tolérance zéro stricte pour la violence dans cet établissement. Dirigez-vous vers la porte maintenant ou j'appelle la police et je porte plainte pour agression sur notre propriété. Preston a désespérément essayé de retrouver sa dignité brisée. Il a regardé Vanessa, les yeux écarquillés, la suppliant de valider son statut, d'intervenir et de le sauver avec le nom de sa famille. Vanessa, dis-leur qui je suis. Dis-leur que ce n'est qu'un malentendu avec mon jeune frère. Il m'a provoqué. Mais Vanessa le fixait avec un dégoût pur et sans mélange. La grande illusion de l'homme d'affaires sophistiqué, puissant et riche était complètement morte. Elle ne voyait pas un titan de l'industrie. Elle voyait un enfant capricieux et violent faisant une crise de colère pathétique dans un magasin haut de gamme à cause de ses propres profondes insécurités. Sans lui dire un seul mot, sans un seul regard de sympathie, Vanessa a tourné sur son talon coûteux et est sortie délibérément par la porte. À travers la grande vitre avant, nous l'avons regardé se diriger vers sa Porsche noire rugissante, monter, démarrer le moteur et s'éloigner à toute vitesse dans la circulation, laissant Preston debout sur le trottoir, l'air d'un imbécile complètement abandonné. La tempête avait officiellement touché terre, et la destruction de la fausse vie de mon frère était absolument glorieuse à voir. Après que le garde de sécurité ait physiquement escorté un Preston très embarrassé et bredouillant et un Derek silencieux hors de la boutique, en verrouillant la porte derrière eux, le silence dans la pièce était assourdissant. Clara s'est précipitée vers moi avec un linge froid et humide enveloppé dans une serviette pour ma joue cuisante. Elle s'excusait abondamment, ses mains tremblant comme si elle avait personnellement causé tout l'incident violent. J'ai souri doucement et je l'ai assuré que j'allais parfaitement bien, bien que mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai terminé la transaction. Mes mains tremblaient légèrement en signant le reçu final, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai attaché la montre lourde, belle et complexe à mon poignet gauche. Elle était substantielle, comme une armure. C'était un rappel physique solide et indéniable que j'avais finalement tenu bon, dit ma vérité et défendu ma propre existence contre la personne qui m'avait terrorisé toute ma vie. Victoria se tenait près de l'entrée, attendant patiemment que je finisse. Alors que je m'approchais pour la remercier d'être intervenue, elle a offert un petit sourire profondément désolé qui a adouci ses traits vifs. « Je vous dois d'énormes excuses », a-t-elle dit, sa voix entièrement différente du ton glacial et terrifiant qu'elle venait d'utiliser pour détruire verbalement Preston quelques minutes auparavant. De dos, vous ressemblez exactement à mon mari, Sébastien. Il porte exactement la même chemise bleue, et il a votre carrure exacte. J'ai réagi purement par instinct quand j'ai vu cet homme lever la main sur vous.
Je suis profondément désolé pour la confusion et pour m'être immiscé si agressivement dans vos affaires familiales privées. Vous n'avez absolument rien à vous excuser, ai-je répondu sincèrement, en rendant le linge froid à Clara. Vous m'avez sauvé d'une situation bien plus laide et compliquée. Vous êtes intervenu pour aider un étranger alors que vous n'y étiez pas obligé. Merci. Elle m'a regardé attentivement, étudiant mon visage, évaluant mon calme, malgré la marque rouge sur ma peau. Laissez-moi vous offrir une tasse de café. Il y a un café artisanal très calme et privé juste au coin de la rue. Ils torréfient leurs propres grains, et les tables sont isolées. C'est le moins que je puisse faire pour compenser le drame que je viens d'ajouter à votre journée. J'ai accepté. S'asseoir en face d'une milliardaire de la tech autodidacte dans un petit café faiblement éclairé alors que la pluie commençait à taper doucement contre la vitre était incroyablement surréaliste. Mais Victoria était incroyablement terre à accent grave terre, très intelligente et intensément vive. Nous avons commandé nos cafés et, naturellement, la conversation s'est éloignée du drame pour se tourner vers les carrières et les passions. Je lui ai dit que j'étais architecte et designer d'intérieur senior, spécialisé dans les propriétés commerciales à grande échelle. Ses yeux se sont instantanément illuminés. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la table, et a commencé à me poser des questions très spécifiques et complexes sur ma philosophie du design. Elle m'a interrogé sur mes réflexions concernant l'intégration de matériaux durables et écologiques dans des espaces d'entreprise massifs sans perdre en attrait esthétique. Elle m'a demandé ma vision des environnements de travail collaboratifs modernes dans un monde d'entreprise post-pandémique. Je ne le réalisais pas à l'époque, car mon adrénaline redescendait lentement, mais j'étais au milieu d'un entretien furtif intense et à enjeux élevés. J'ai parlé avec passion de mon travail. Mes idées fusaient librement, oubliant complètement la douleur cuisante dans ma joue et le drame familial qui venait de se produire. Je lui ai expliqué comment l'espace physique dicte le comportement humain, comment un mauvais éclairage détruit le moral des employés, et comment un mauvais design ruine la productivité et la culture d'entreprise. J'ai exposé des concepts que je développais depuis des années, des concepts que Grégory avait toujours rejetés comme étant trop ambitieux. Victoria a écouté attentivement, hochant lentement la tête. Avant que nous nous séparions sur le trottoir à l'extérieur du café, elle a fouillé dans son sac de créateur coûteux et m'a tendu une carte de visite noire mat, élégante et épaisse, avec une seule adresse email imprimée dessus. Mon entreprise acquiert un nouveau portefeuille immobilier commercial massif le mois prochain, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Nous construisons 3 nouveaux campus technologiques entièrement neufs à travers l'État. Je ne suis pas ravi de notre cabinet de design actuel. Il manque de vision. Ils sont bien trop prudents et ils me surfacturent pour des plans médiocres. Envoyez-moi votre portfolio professionnel ce soir, Julien. Envoyez-le directement à mon email personnel. N'attendez pas. Je suis retourné à mon appartement en ayant l'impression d'être entré dans une dimension alternative. L'univers avait pris un moment d'abus public violent et profondément humiliant et l'avait transformé en la plus grande et la plus monumentale opportunité de carrière de toute ma vie. Quand j'ai finalement déverrouillé la porte de mon petit appartement ce soir-là, l'adrénaline résiduelle s'est complètement estompée et la dure réalité toxique s'est effondrée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran était complètement illuminé de notifications. J'avais 14 appels manqués de ma mère, 6 appels manqués de mon père, et des dizaines de SMS frénétiques, en colère et verbalement abusifs de Preston. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je savais exactement ce que Preston avait fait. Il était rentré en courant chez maman et papa, la queue entre les jambes, pour raconter une histoire fabriquée et tordue où il était la victime innocente de mon agression soudaine et non provoquée, omettant le fait que sa fiancée l'avait largué sur le trottoir. Mais il y avait un message vocal spécifique de ma mère qui m'a glacé le sang. Je me suis assis sur le bord de mon lit, j'ai appuyé sur play et j'ai écouté sa voix stridente, paniquée et en colère remplir ma chambre silencieuse. Julien, tu dois nous appeler immédiatement. Preston est venu à la maison et nous a raconté la scène dégoûtante et humiliante que tu as causée en ville aujourd'hui. Il a dit que tu achetais de fausses montres contrefaites pour te faire remarquer et l'embarrasser devant Vanessa. Il a dit que tu l'as fait expulser d'un magasin. Et franchement, Julien, nous savons que tu es complètement fou en ce moment. Grégory nous a appelés hier. Ton patron a appelé ton père, Julien. Il nous a dit que tu es sur le point d'être renvoyé pour mauvaise performance, paresse et insubordination. Il a dit que ton salaire allait être considérablement réduit. Nous organisons un dîner de famille obligatoire ce dimanche. Tu seras là à 17h précise,
Et tu t'assieras et écouteras les conseils de ton frère sur la façon de réparer ta vie misérable et ratée. N'embarrasse pas davantage cette famille en ignorant cela. J'ai agrippé le bord de mon matelas jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Grégory, mon patron, l'homme qui avait effrontément volé mon projet de plusieurs millions de dollars, avait en fait pris le temps de fouiller dans mon dossier de contact d'urgence, d'appeler mes parents et de leur mentir. Il m'a dépeint comme un employé raté, incompétent et instable. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je me sentais financièrement sûr de moi et confiant, je quitterais son cabinet et j'emporterais mon talent ailleurs. Il essayait activement de manipuler ma famille pour qu'elle me fasse pression pour que je reste à mon salaire insultant de bas, s'assurant que je me sente trop peu sûr de moi et brisé pour jamais démissionner. Et mes parents, profondément manipulés par la campagne de haine de toute une vie de tante béatatrice contre moi, ont cru un parfait inconnu instantanément. Ils n'ont même pas appelé pour avoir ma version des faits. Ils utilisaient mon prétendu échec professionnel pour justifier la violence publique de Preston contre moi. Les pièces du puzzle se sont toutes emboîtées avec une clarté horrifiante et écœurante. La manipulation psychologique, le contrôle financier, les passages à tabac émotionnel constants. Ils avaient besoin que je sois un échec complet pour que Preston puisse paraître comme un succès retentissant par comparaison. Ils avaient besoin que je reste dans l'ombre sombre pour qu'ils puissent briller dans la lumière artificielle. J'ai baissé les yeux sur la belle et lourde montre neuve à mon poignet. J'ai pensé au vaste portfolio de design que je venais de passer les 2 dernières heures à peaufiner, combinant tous mes plans originaux et les envoyant directement au serveur privé de Victoria. Je n'étais pas le même homme brisé qui s'était réveillé ce matin-là. J'ai pris une profonde et régulière inspiration, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul SMS, parfaitement calme, à ma mère. Je serai là dimanche. J'entrai directement dans la gueule du lion. Je savais qu'il préparait une embuscade. Je savais qu'ils voulaient me briser devant tante béatatrice, Preston et quiconque ils avaient invité à assister à mon humiliation ultime, mais ils n'avaient aucune idée de à qui ils avaient affaire maintenant. Je préparais une contre-attaque massive qui allait changer ma vie, et ils n'avaient absolument aucune idée du niveau d'enfer que j'étais sur le point de déchaîner sur leur dîner de famille parfaite et illusoire. Je pensais que le pire était passé. J'avais tellement, incroyablement tort. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents ce dimanche soir était complètement différent de tous les autres trajets que j'avais jamais faits sur cette autoroute de banlieue sinueuse et familière. Au cours de la dernière décennie, chaque fois que je dirigeais ma vieille berline qui tout sautait vers leur quartier huppé, mon estomac se nouait en une série de nœuds serrés et douloureux. L'anxiété commençait généralement à s'insinuer des kilomètres avant même que j'atteigne les limites de leur ville. Je passais tout le trajet de 40 minutes à répéter désespérément des excuses pour des choses que je n'avais même pas encore faites. Je me préparais mentalement à être critiqué, diminué et repoussé dans le coin le plus sombre et le plus silencieux de la pièce. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, mes mains étaient entièrement stables sur le cuir usé du volant. La montre de luxe lourde et magnifique à mon poignet gauche captait la lueur ambrée des lampadaires qui défilaient. Elle ressemblait à une pièce d'armure solide et impénétrable. Je ne me rendais pas à un chaleureux dîner de famille. J'entrais sur un champ de bataille très actif. Et pour la toute première fois de mes 28 années d'existence, c'était moi qui détenais toutes les munitions réelles. Je me suis garé dans l'allée impeccable et expansive de leur maison coloniale à 2 étages. Le quartier était strictement régi par une association de propriétaires autoritaires. Cela signifiait que chaque pelouse était parfaitement et obsessionnellement entretenue. Chaque haie était taillée selon des spécifications géométriques exactes. Et il y avait une règle stricte contre le stationnement des voitures dans la rue pendant la nuit. Toute la rue ressemblait à un décor de film artificiel et fabriqué, conçu pour projeter la richesse et la stabilité. C'était la métaphore visuelle parfaite pour ma famille. Tout avait l'air absolument impeccable et immaculé à l'extérieur, masquant complètement la toxicité profonde, pourrie et suffocante cachée derrière les lourdes portes d'entrée en chêne. J'ai garé ma voiture de 10 ans directement derrière le SUV de luxe en leasing de Preston. J'ai regardé sa plaque d'immatriculation, une plaque personnalisée arborant ses initiales, et j'ai senti une vague d'indifférence froide m'envahir. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais du soir, j'ai redressé le col de ma veste et j'ai monté les marches en briques de l'entrée. Je n'ai pas pris la peine de sonner. Je n'ai pas frappé. J'ai simplement tourné la lourde poignée en laiton et je suis entré directement dans le grand hall. L'odeur lourde et riche du rôti de bœuf traditionnel du dimanche de ma mère m'a immédiatement frappé. C'était une odeur fortement associée à des dîners de Thanksgiving tendus,
à des vacances familiales forcées et à des heures interminables de guerre psychologique déguisée en conversation polie. Je pouvais entendre le cliquetis aigu des verres à vin en cristal coûteux et le bourdonnement bas et murmurant de la conversation provenant de la salle à manger formelle au bout du couloir. J'ai marché le long du couloir, mais pas complètement étouffé par l'épais tapis persan importé, et je suis entré dans l'embrasure de la porte cintrée. Tout le casting de mon cauchemar de toute une vie était déjà assis autour de l'immense table à manger en acajou. Ma mère, Diana, était assise au bout de la table, arborant un sourire artificiel et crispé et un collier de perles qu'elle portait toujours quand elle voulait projeter de l'autorité. Mon père, Richard, était assis avec raideur en bout de table, l'air sévère et profondément déçu. C'était un regard qu'il avait perfectionné spécifiquement pour moi au cours de 2 décennies. À sa droite immédiate était assis l'enfant prodige, mon frère aîné Preston. Il avait un sourire suffisant, complètement arrogant et exaspérant plaqué sur son visage. Il portait un blazer sur mesure ridiculement cher, agissant comme si l'incident violent et humiliant à la boutique de montres n'avait jamais eu lieu. Et assise juste en face de lui, faisant tournoyer un verre de merlot rouge profond, se trouvait tante Béatrice. Ses yeux perçants et prédateurs se sont posés sur moi à la seconde exacte où je suis entré dans la pièce. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence très attendue, a dit tante Béatrice. Sa voix dégoulinait de ce ton doucereux et passif-agressif qu'elle utilisait toujours pour masquer sa haine absolue et non filtrée pour moi. Julian, chéri, tu as l'air complètement épuisé. Ta posture est terrible. Tu ne dors pas bien ou le stress de ton petit travail te rattrape enfin. J'ai toujours dit à ta mère que tu n'avais pas l'endurance pour le monde de l'entreprise. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai pas regardé le sol. Je me suis dirigé vers la seule chaise vide laissée à la table, celle poussée maladroitement près de la porte battante de la cuisine, et je me suis assis. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dors parfaitement bien, tante Béatrice. Merci pour votre profonde et inébranlable préoccupation pour ma santé. Mon père s'est éclairci bruyamment la gorge, posant lourdement ses avant-bras sur la table en acajou poli. Ne perdons pas de temps précieux en plaisanteries vides de sens, a-t-il dit, sa voix baissant d'une octave pour établir une domination absolue dans la pièce. Julian, nous sommes extrêmement troublés par l'appel que nous avons reçu de ton patron, Grégory. Plus tôt cette semaine, il a pris du temps sur son emploi du temps incroyablement chargé pour m'appeler directement. Il m'a dit que tu es sur le point d'être licencié. Il a dit que tes performances sont abyssales, ton attitude est très insubordonnée, et ton salaire va être sévèrement réduit en attendant un examen final. Nous t'avions prévenu. Nous t'avions prévenu pendant des années que choisir une carrière artistique comme l'architecture plutôt qu'un diplôme de commerce solide comme ton frère était une erreur monumentale qui allait changer ta vie. Maintenant, tu fais face aux conséquences de ta propre obstination. Et en plus de ça, a ajouté ma mère, sa voix montant d'un ton, ses mains s'agitant nerveusement. Preston nous a raconté exactement ce qui s'est passé en ville. Il nous a dit que tu traînais dans un magasin de luxe haut de gamme, provoquant une scène embarrassante et massive et essayant d'acheter des marchandises contrefaites juste pour l'embarrasser devant Vanessa. Julian, nous t'avons élevé pour que tu aies une bien meilleure morale que ça. Tu agis de manière totalement déséquilibrée. Tu agis comme un homme désespéré. Grégory nous a dit que tu ne t'es même pas présenté au travail hier. Fais-tu une dépression nerveuse ? J'ai regardé directement Preston. Il prenait une lente et délibérée gorgée de son vin rouge, cachant son sourire satisfait derrière le bord en cristal du verre. Il avait complètement, magistralement réécrit l'histoire. Il s'était dépeint comme la victime innocente de ma prétendue crise de nerfs publics. Il n'a pas mentionné qu'il m'avait verbalement agressé. Il n'a pas mentionné qu'il m'avait giflé violemment au visage. Il n'a certainement pas mentionné que Vanessa était partie dans sa Porsche et l'avait abandonnée sur le trottoir avec un dégoût absolu. Il comptait sur le fait que je resterais silencieux, que j'absorberais le blâme juste pour maintenir la paix, tout comme je l'avais fait chaque jour de mon enfance. C'est exactement l'histoire que tu leur as racontée, Preston, ai-je demandé calmement, en gardant ma voix parfaitement égale. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau, en m'assurant que la manchette de ma chemise se retirait juste assez pour que la montre de luxe lourde et authentique capte la lumière vive du lustre au-dessus. Les yeux de Preston se sont agressivement tournés vers la montre. Sa mâchoire s'est crispée pendant une fraction de seconde, un éclair de panique pure traversant ses traits, mais il a rapidement retrouvé sa façade arrogante et impénétrable. Je leur ai dit la vérité absolue et indéniable, Julian. Tu es un échec complet, et tu te défoules parce que tu es profondément,
pathologiquement jaloux de mon succès. C'est pathétique. Tu as besoin d'une aide psychologique sérieuse. Tu dois te mettre à genoux et supplier Grégory de te garder sur sa liste de paix, même si cela signifie balayer les soldes de son bureau. Peut-être que je peux te prêter de l'argent pour une thérapie une fois que mon nouvel accord immobilier sera conclu. Preston a tout à fait raison, a rapidement interjeté tante Béatatrice, se penchant sur la table comme un vautour affamé sentant du sang frais. Tu as toujours été si amer, Julian. Tu portes ce nuage sombre sur toi. Tu dois regarder ton frère aîné comme un exemple brillant de la façon dont un vrai homme gère ses affaires et sa vie. Preston construit un empire à partir de rien. En fait, tu devrais prendre des notes détaillées ce soir. Tu pourrais réellement apprendre comment fonctionne le monde réel. Mon père a hoché la tête en signe d'accord enthousiaste et aveugle. Exactement, Béatatrice. Nous t'avons invité ici ce soir, Julian, non seulement pour te réprimander pour ton comportement terrible, mais pour te montrer à quoi ressemble le vrai succès tangible en personne. Preston a organisé une réunion privée très exclusive. Un énorme investisseur providentiel vient chez nous ce soir, ici même, dans cette salle à manger. Cet investisseur gère actuellement un portefeuille immobilier commercial massif. Et il vient personnellement finaliser un énorme accord de financement pour la nouvelle entreprise technologique de Preston. C'est une richesse qui construit un héritage, Julian. J'ai failli éclater de rire. L'audace était stupéfiante. Preston essayait en fait de réaliser une performance fabriquée massive pour son public captif. Il avait probablement engagé un acteur bon marché ou convaincu l'un de ses amis d'affaires minables et ratés de se présenter dans un costume de location. Il avait besoin de quelqu'un pour faire semblant d'être un investisseur juste pour consolider son statut d'enfant prodige devant nos parents et tante Béatatrice. Il avait désespérément besoin de garantir son accès continu à leur compte bancaire, et il avait besoin d'un grand spectacle théâtral pour le faire. Un investisseur providentiel, ai-je répété lentement, laissant les mots lourds flotter dans l'air tendu de la salle à manger. Venant ici un dimanche soir dans une salle à manger de banlieue pour financer ton entreprise. C'est exactement ça, a ricané Preston, bombant le torse, manquant complètement le sarcasme qui imprégnait mon ton. Quelqu'un qui reconnaît réellement le vrai talent et le leadership visionnaire. Quelqu'un avec de l'argent liquide réel, pas le genre d'argent faux et désespéré que tu prétends avoir. Quand ils arriveront, Julian, je veux que tu restes assis là, que tu gardes la bouche complètement fermée, et que tu regardes comment les accords d'entreprise de haut niveau sont exécutés. Peut-être que tu apprendras réellement quelque chose d'utile pour une fois dans ta misérable vie ratée. J'ai pris ma fourchette en argent, j'ai coupé un petit morceau de rôti et j'ai pris une langue bouchée. Il avait un goût de cendre absolu dans ma bouche, sec et amer. Mais je l'ai mâché lentement, en maintenant un contact visuel direct et inébranlable avec mon frère. J'ai vraiment hâte de rencontrer cet investisseur mystérieux, Preston. Vraiment, sincèrement. Le piège était entièrement tendu. Il pensait m'avoir acculé dans un coin inéluctable. Il pensait qu'ils allaient assister au couronnement glorieux ultime de l'enfant prodige et à la destruction écrasante de l'ombre. Ils étaient si incroyablement aveugles, si profondément étouffés par leurs propres illusions toxiques et leurs mensonges fabriqués qu'ils ne pouvaient pas voir l'immense train de marchandises catastrophiques foncer droit sur eux dans le noir. Exactement 20 minutes plus tard, alors que tante Béatatrice se lançait dans un autre long monologue angoissant et très critique sur le fait que mon manque d'ambition était clairement un défaut génétique du côté de la famille de mon père. Le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée a retenti bruyamment dans la maison. Toute la salle à manger est devenue silencieuse. La tension était assez épaisse pour être coupée avec un couteau à steak. Preston a immédiatement bondi de sa chaise comme s'il avait été électrocuté. Il a violemment lissé les revers de son blazer coûteux, a vérifié son reflet dans les portes en verre de l'armoire à vaisselle antique de ma mère, et a plaqué son sourire d'affaires le plus charmant et trop confiant. Ils sont là, a annoncé Preston, sa voix tremblant juste légèrement d'adrénaline nerveuse. Tout le monde, s'il vous plaît, soyez sur votre meilleur comportement absolu. Ne parlez pas à moins qu'on ne vous adresse la parole. Cet accord va changer l'avenir financier de toute notre famille pour toujours. C'est la cour des grands. Mes parents se sont redressés parfaitement, leur visage rayonnant d'une fierté absolue et indéniable. Mon père a ajusté sa cravate. Ma mère s'est tapoté les cheveux. Tante Béatatrice a croisé les mains soigneusement sur ses genoux, regardant le couloir avec une anticipation avide et gourmande. Je suis juste resté assis sur ma chaise près de la porte de la cuisine, mon cœur battant à un rythme lent, régulier et puissant contre mes côtes.
Je savais exactement ce qui allait se passer, et la pure anticipation du carnage imminent était complètement enivrante. Preston a pratiquement sprinté dans le couloir jusqu'au hall. Nous avons entendu la lourde porte d'entrée en chêne grincer en s'ouvrant. Nous avons entendu la voix forte, tonitruante, fausse et enthousiaste de Preston résonner sur les murs. Bienvenue. C'est un honneur absolu de vous avoir chez nous ce soir. S'il vous plaît, entrez directement dans la salle à manger. Ma famille est si incroyablement désireuse de rencontrer le visionnaire qui soutient mon entreprise. Des pas ont résonné sèchement sur le parquet. Lent, délibéré, et claquant avec le son autoritaire immistakable de talons de créateur coûteux. Preston a reculé dans la salle à manger, faisant de grands gestes avec son bras comme un animateur de jeu télévisé révélant le grand prix derrière un rideau. Maman, papa, tante Béatatrice, je voudrais vous présenter officiellement le principal investisseur de... Les mots de Preston sont morts violemment dans sa gorge. Il s'est complètement étouffé. La couleur a quitté son visage si vite qu'il avait l'air physiquement malade. Franchissant l'embrasure de la porte cintrée, ressemblant à une force de la nature absolue et indéniable dans un tailleur de créateur noir de jet, se trouvait Victoria, la milliardaire de la tech, la femme de la boutique de montres de luxe. Le visage de Preston a perdu chaque goutte d'arrogance. Il avait l'air d'avoir vu un démon traverser le mur, sa mâchoire pratiquement décrochée, béante de terreur silencieuse. Il est resté là, complètement figé, les bras toujours maladroitement suspendus en l'air. Mes parents et tante Béatatrice, complètement inconscients de la panique pure et sans filtre qui émanait de Preston, se sont immédiatement levés pour saluer l'invité. Mon père a tendu la main sur la table en acajou, arborant son meilleur sourire patriarcal. Bienvenue, bienvenue. Nous avons tellement entendu parler de votre intérêt intense pour la brillante entreprise technologique de notre fils. Je suis Richard, le père de Preston. S'il vous plaît, asseyez-vous. Victoria n'a même pas regardé mon père. Elle n'a pas pris sa main tendue. Elle s'est tenue en bout de table, son regard perçant et glacial fixé entièrement sur Preston. Le silence dans la pièce est devenu si incroyablement lourd qu'on pouvait physiquement s'étouffer avec. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Preston, a dit Victoria, sa voix dégoulinant de dégoût absolu et sans filtre. Quand j'ai demandé à mon assistante de direction de vous contacter et de programmer une réunion à votre résidence principale concernant un investissement immobilier commercial, vous pensiez vraiment que je venais ici pour vous donner un chèque. Vous pensiez vraiment, dans votre esprit profondément illusoire, que j'allais financer votre pathétique coquille vide d'entreprise. Preston a commencé à bégayer de manière incontrôlable. Le personnage d'homme d'affaires lisse s'est complètement dissous. Madame Victoria, j'ai supposé. Mon plan d'affaires, les projections que j'ai envoyées. Votre plan d'affaires est une blague absolue et indéniable, l'a coupé Victoria, sa voix claquant comme un fouet dans la pièce silencieuse. Après l'incident violent très troublant dont j'ai été personnellement témoin en ville plus tôt cette semaine, j'ai demandé à mon équipe juridique personnelle de mener une enquête approfondie sur vous et votre SARL. Vous n'avez absolument aucun actif. Vous n'avez aucun client actif. Votre entreprise n'est rien d'autre qu'une montagne de dettes cachées, entièrement gagées sur ce que je suppose être les comptes de retraite vidés de vos parents. Vous êtes une fraude complète. Et le fait que vous pensiez que je ferais un jour affaire avec un homme qui agresse publiquement les membres de sa propre famille montre que vous n'êtes pas seulement une fraude. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Ma mère a laissé échapper un halètement fort et très dramatique. Elle a agrippé le bord de la table à manger à deux mains pour se stabiliser, ses articulations devenant blanches. Quoi? Quel incident? Quelle agression? De quoi diable parlez-vous? Preston est un gentleman. Victoria a finalement détourné son regard féroce de la coquille brisée et tremblante de mon frère et m'a regardé directement. La glace dans ses yeux a instantanément fondu, remplacée par un regard de profond respect professionnel. Elle est passée devant Preston comme s'il était un déchet jeté sur le trottoir et s'est arrêtée juste à côté de ma chaise. Elle a sorti un dossier juridique épais et lourd de sa mallette en cuir élégante, relié par un sceau d'entreprise en or. Elle l'a posé doucement sur la table juste devant moi. Julien, a dit Victoria, sa voix claire et portant parfaitement à chaque coin de la pièce silencieuse et choquée. Mon conseil d'administration a passé tout le week-end à examiner le portfolio de design complet que vous avez soumis. Ils ont été absolument époustouflés par votre talent.
Votre vision de l'immobilier commercial durable est exactement ce dont mon entreprise a besoin pour dominer le marché dans la prochaine décennie. Elle a tapoté le lourd dossier juridique avec son doigt manucuré. À l'intérieur de ce dossier se trouve un contrat de travail formel et contraignant. Je vous offre officiellement le poste de directeur principal du design immobilier commercial dans mon entreprise. Il est assorti d'un salaire de départ qui est exactement 4 fois supérieur à ce que votre patron corrompu actuel vous paie. Il comprend une prime à la signature massive, des options d'achat d'actions complètes de l'entreprise et un contrôle créatif total sur nos 3 nouveaux campus technologiques. Nous vous voulons, Julien. Nous voulons votre génie. Le verre à vin en cristal de tante Béatatrice a glissé de ses doigts tremblants. Il a heurté le parquet et s'est brisé en 100 morceaux déchiquetés. Le vin rouge foncé saignant sur le tapis perçant coûteux comme une blessure. Personne n'a même bougé pour nettoyer. Personne n'a même bronché. Mon père fixait le contrat épais sur la table, les yeux écarquillés d'une incrédulité absolue. 4 fois son salaire. Directeur principal. Julien. Il m'a regardé comme si j'étais un parfait inconnu qui venait de s'introduire dans sa maison et de voler sa réalité. J'ai levé les yeux vers Victoria et j'ai souri chaleureusement, ignorant complètement ma famille. J'accepte l'offre, Victoria. Je demanderai à mon avocat d'examiner les documents spécifiques le matin, mais je suis absolument ravi de rejoindre votre équipe et de commencer à construire. Victoria a souri en retour. Un véritable sourire de partenariat. Excellent. Je demanderai à mon équipe juridique de gérer toute la transition. Et Julien, si votre ancien employeur, Grégory, essaie de retenir l'une de vos propriétés intellectuelles ou vous menace de quelque manière que ce soit, ne vous inquiétez pas. Mes avocats d'entreprise l'enseveliront sous un procès si massif qu'il sera complètement en faillite avant Thanksgiving. Nous protégeons les nôtres. Elle s'est retournée lentement, ses talons coûteux pivotant brusquement sur le parquet, et a fait face une dernière fois à ma famille profondément choquée et paralysée. Elle a regardé Preston, qui transpirait maintenant abondamment, respirant lourdement, complètement et totalement exposé à la lumière. « Oh, et Preston » a dit Victoria, sa voix complètement dépourvue de toute émotion humaine. « Vous devriez probablement vérifier votre téléphone. En effectuant votre vérification d'antécédents, il se trouve que j'ai parlé à un avocat très en vue qui représente la famille d'une femme nommée Vanessa. Ils étaient très intéressés d'entendre parler de vos tendances violentes dans les lieux publics. Je crois qu'ils sont actuellement en train de déposer un procès civil massif contre vous pour avoir tenté de les escroquer avec un faux contrat de mariage. Profitez bien du reste de votre misérable soirée. » Sans un autre mot, Victoria est sortie de la salle à manger, a descendu le long couloir et est sortie par la porte d'entrée. Nous avons entendu les lourdes portières de sa Rolls-Royce claquer dans l'allée, et le moteur puissant et silencieux ronronner alors qu'il glissait sans heurts dans la nuit. Le silence suffocant qui a suivi le départ spectaculaire de Victoria n'était pas seulement silencieux. Il était complètement catastrophique. C'était le son lourd et écrasant d'une illusion de 28 ans soigneusement construite qui implosait complètement sur elle-même. Preston s'est lourdement effondré sur sa chaise. Ses jambes ont simplement cédé. Il a sorti son smartphone de la poche de son blazer avec des mains tremblantes, violemment agitées. Son écran était complètement illuminé d'un flot de notifications urgentes. Je me suis assis tranquillement et j'ai regardé son visage se tordre d'horreur absolue et sans filtre alors qu'il lisait les emails entrants de l'équipe juridique agressive de Vanessa. Les fiançailles étaient complètement et officiellement terminées. Il n'y aurait pas de mariage mondain. Elle exigeait légalement le retour immédiat de la bague de fiançailles très coûteuse et son père, un homme aux ressources immenses, menaçait d'un procès massif pour fraude financière concernant les prêts commerciaux qu'il avait garantis. L'enfant prodige était entièrement et désespérément ruiné en quelques secondes. Ma mère, fidèle à sa nature profondément toxique et manipulatrice, a immédiatement essayé de pivoter. L'instinct de survie sombre d'une manipulatrice de longue date s'est activé. Elle a essuyé une fausse larme dramatique de son œil, a rapidement contourné la table, enjambant le verre brisé du vin de tante Béatatrice, et a essayé de poser une main maternelle aimante sur mon épaule. « Julien » a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'un désespoir soudain et écœurant de douceur. « Julien, chéri, c'est une nouvelle absolument incroyable. Un directeur principal, nous avons toujours su que tu avais une étincelle créative brillante en toi. Nous avons toujours cru en toi au fond de nous. Mais Julien, tu as entendu ce que cette femme terrifiante vient de dire sur le pauvre Preston. Il est dans de terribles ennuis.
La famille de Vanessa va le détruire au tribunal. Puisque tu vas gagner tellement d'argent incroyable maintenant, et puisque tu as clairement une relation personnelle si étroite avec cette milliardaire, tu dois prendre tes responsabilités et aider ton frère. Tu dois payer son avocat de la défense. Tu dois demander à Victoria de lui donner un poste de direction bien rémunéré dans son entreprise pour sauver sa réputation. Je me suis lentement levé de la table. Je n'ai pas agressivement repoussé sa main de mon épaule. J'ai juste reculé, laissant son bras tomber maladroitement dans le vide. J'ai regardé ma mère, mon père, tante Béatatrice, et le désordre brisé et sanglotant qu'était mon frère aîné. Non, ai-je dit. Le seul mot était incroyablement simple, mais il portait le poids immense d'un millier de portes verrouillées qui se refermaient enfin. Le visage de mon père s'est durci. Il a essayé de convoquer sa vieille autorité patriarcale tonitruante, la voix qu'il utilisait pour me terrifier quand j'étais enfant. Julian, tu ne tourneras pas le dos à cette famille en temps de crise. Le sang est plus épais que l'eau. Ton frère a besoin de toi en ce moment. Tu partageras cette nouvelle richesse et tu protégeras la réputation de cette famille de la ruine. Cette famille n'a pas de réputation, ai-je répondu, ma voix complètement froide et entièrement inébranlable. Cette famille a une maladie profonde et pourrie, et je suis enfin en train de m'en guérir ce soir. J'ai pris le lourd dossier juridique de la table et je l'ai tenu fermement contre ma poitrine comme un bouclier. Pendant 28 ans, vous m'avez traité comme une ordure absolue. Vous avez financé toute la vie frauduleuse de Preston pendant que je travaillais à des emplois au salaire minimum exténuant juste pour acheter mes propres manteaux d'hiver. Vous avez écouté tante Béatatrice vous murmurer du poison toxique à l'oreille parce que vous aimiez le drame plus que vous n'aimiez votre propre fils. Et quand mon patron Grégory vous a appelé et vous a menti en disant que j'allais être renvoyé, vous n'avez pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Vous n'avez pas demandé si j'allais bien. Vous l'avez utilisé comme une arme. Vous l'avez utilisé comme une excuse pour me tendre une embuscade ici ce soir et laisser Preston m'intimider. Vous vouliez désespérément que j'échoue pour que Preston puisse passer pour un gagnant. Ce n'est pas vrai, a gémi bruyamment ma mère, s'agrippant au dossier d'une chaise en bois pour se soutenir. Nous t'aimons de la même manière. Tu es notre fils. Arrêtez de vous mentir à vous-même, ai-je dit fermement, la faisant taire complètement. Je sors par cette porte. Je prends ce contrat. Je prends ma nouvelle vie. Je ne paierai jamais un seul centime des dettes massives de Preston. Je ne répondrai plus jamais à un appel téléphonique de cette maison toxique. Si l'un d'entre vous essaie de contacter mon nouvel employeur ou si vous vous présentez à mon appartement, j'engagerai personnellement le meilleur avocat de cet État et je déposerai une ordonnance restrictive contre vous tous. Je leur ai tourné le dos et j'ai descendu le long couloir. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée et je suis sorti dans l'air frais et rafraîchissant de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma vieille berline, j'ai mis la clé dans le contact et je me suis éloigné de cette maison, les laissant se noyer dans les conséquences de leurs propres actions. 6 mois ont passé. Un saut dans le temps massif et magnifique vers une réalité entièrement nouvelle. Ma vie s'est complètement transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai quitté mon espace exigu et déprimant pour un superbe appartement de luxe dans un gratte-ciel du centre-ville avec des baies vitrées donnant sur toute la ligne d'horizon de la ville. Je m'épanouissais dans mon nouveau rôle au sein de l'entreprise de Victoria. J'étais profondément respecté par mon équipe. Mes idées architecturales étaient largement financées sans discussion, et je gagnais enfin le salaire massif pour lequel j'avais travaillé si incroyablement dur. Pendant ce temps, le karma amer a finalement rattrapé Grégory. Le jour même où j'ai officiellement démissionné de son cabinet, j'ai légalement emporté avec moi tous mes dessins et plans architecturaux originaux. Sans mon travail de base, le cabinet de Grégory ne pouvait pas livrer le projet massif de siège social d'entreprise qu'il m'avait volé. Les clients en colère ont immédiatement retiré leur financement et ont intenté un procès dévastateur de plusieurs millions de dollars contre lui pour rupture de contrat et vol de propriété intellectuelle. Le cabinet a fait entièrement faillite. Grégory a perdu sa voiture de sport en leasing, ses costumes sur mesure coûteux et toute sa réputation professionnelle dans l'industrie. Il était ruiné. Je pensais avoir complètement tourné la page sur mon sombre passé, mais l'univers a toujours un dernier rebondissement brutal qui attend dans les coulisses. C'était un mardi après-midi pluvieux. Je traversais le vaste hall d'entrée au sol en marbre de mon nouvel immeuble d'appartement de luxe après une longue journée très réussie au bureau. Le concierge de l'immeuble, un homme poli et discret nommé Thomas, m'a fait signe de venir au bureau d'accueil. Monsieur Julian, a chuchoté Thomas,
l'air légèrement mal à l'aise. Il y a 2 personnes plus âgées qui vous attendent dans le salon des invités privés. Ils ont prétendu être vos parents. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas monter à votre pantouse sans votre permission explicite, mais ils ont catégoriquement refusé de quitter les lieux. Dois-je appeler la sécurité de l'immeuble pour les escorter dehors? J'ai senti un picotement froid à l'arrière de mon cou. J'ai regardé vers le salon des invités. Assis sur un canapé en velours, ayant l'air complètement déplacé au milieu de l'art moderne et du décor coûteux, se trouvaient Diana et Richard. Ils avaient l'air absolument terribles. Ils avaient vieilli de 10 ans en l'espace de 6 courts mois. Mon père portait une chemise profondément froissée, sa posture complètement affaissée, l'arrogance complètement effacée de ses traits. Ma mère serrait un sac à main usé et bon marché, ses yeux rouges, injectés de sang et sévèrement gonflés d'avoir pleuré. Je me suis lentement approché d'eux. Je ne me suis pas assis sur le canapé. Je me suis tenu droit, regardant les 2 personnes qui avaient fait de mon enfance un enfer. Julian, a haleté ma mère en se levant rapidement. Elle a tendu la main, mais j'ai fait un pas délibéré en arrière, établissant une frontière physique dure. Julian, s'il te plaît. Tu dois nous écouter. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez exactement 3 minutes avant que je fasse escorter physiquement par la sécurité hors de ce bâtiment, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de chaleur. Parlez. Mon père s'est frotté le visage avec des mains qui tremblaient violemment. C'est ta tante Béatatrice, a-t-il étouffé, sa voix se brisant de désespoir absolu. Elle nous a complètement détruits. Nous n'avons plus rien. La vérité finale et écœurante s'est finalement répandue sur le sol en marbre du hall. Après que la riche famille de Vanessa ait intenté un procès massif contre Preston, mes parents étaient absolument désespérés de sauver l'enfant prodige d'aller en prison fédérale pour fraude financière. Tante Béatatrice est immédiatement intervenue, jouant de manière experte le rôle de la sœur aimante et très solidaire. Elle a convaincu mes parents que le seul moyen absolu de protéger leurs actifs restants du procès imminent était de transférer temporairement tous leurs fonds. Elle leur a dit de déplacer leur héritage, ce qui restait du fonds d'études et l'intégralité de leur compte de retraite 401K dans un trust offshore privé et hautement sécurisé, géré exclusivement par son fils. Ils ont signé les documents légaux. Dans leur panique aveugle pour sauver Preston, ils ont tout remis. Et le lendemain matin, tante Béatatrice et son fils ont complètement disparu sans laisser de traces. Ils ont vidé les comptes complètement. Ils ont secrètement vendu leur maison. Ils ont pris chaque centime que mes parents avaient économisé toute leur vie, leur héritage, tout, et ont fui l'État. Le trust sécurisé était une arnaque complète et fabriquée. Béatatrice avait passé des décennies à isoler systématiquement ma mère, à lui remplir la tête de poison toxique contre moi simplement pour s'assurer qu'elle aurait un contrôle absolu et incontesté sur leurs finances lorsque le moment serait parfaitement venu de frapper. Elle a joué le long jeu et elle a gagné. Nous avons tout perdu, a sangloté ouvertement ma mère, de lourdes larmes coulant sur son visage profondément ridé. La maison est actuellement en cours de saisie par la banque. Nous ne pouvons pas nous permettre un avocat. Preston vit dans un motel bon marché et sale en périphérie de la ville et travaille de nuit dans une station-service pour payer ses dettes. Les avocats ont pris le reste. Nous sommes complètement en faillite. Julian, nous nous sommes tellement trompés sur Béatatrice. Nous nous sommes tellement trompés sur toi. S'il te plaît, fils. Tu vis dans ce bel immeuble. Tu gagnes tellement d'argent maintenant. Pouvons-nous juste rester dans ta chambre d'amis juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied? Je les ai regardés. J'ai vu la terreur écrasante absolue dans leurs yeux. J'ai vu le poids massif de leurs propres décisions terribles et toxiques s'effondrer directement sur leurs épaules. Pendant un bref et fugace instant, l'ancien Julian, l'enfant profondément programmé et maltraité, a voulu dire oui. Il voulait acheter leur amour en les sauvant de la ruine totale. Il voulait réparer les choses. Mais j'ai baissé les yeux sur mon poignet gauche. La montre de luxe lourde et magnifique brillait sous les lumières vives du hall. Je suis vraiment désolé que vous ayez été brutalement trahi par quelqu'un en qui vous aviez implicitement confiance, ai-je dit doucement, mais avec une fermeté absolue et inébranlable. C'est un sentiment terrible et profondément douloureux de voir sa famille vous voler. Je sais exactement ce que ça fait parce que vous avez tous les deux fait exactement la même chose à mon esprit pendant 28 ans. Julian, s'il te plaît. Nous sommes tes parents, a supplié mon père, sa voix résonnant légèrement dans le hall vide. Nous allons nous retrouver à la rue. Vous avez choisi Preston.
Vous avez choisi Béatatrice. Vous avez fait votre lit et maintenant vous devez y dormir, ai-je continué, leur tournant complètement le dos. Ne revenez plus jamais dans cet immeuble. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste des gens que je connaissais. Je me suis éloigné. Je me suis dirigé vers l'ascenseur privé, je suis entré et j'ai passé ma carte d'accès sécurisée. Les lourdes portes en métal se sont refermées, bloquant complètement le son des pleurs désespérés de ma mère alors que l'ascenseur montait vers mon Penthouse. J'ai senti un poids massif et invisible se soulever complètement de ma poitrine. J'étais entièrement, complètement libre. La montre à mon poignet n'a jamais été juste un morceau de métal et de verre. C'était le catalyseur ultime. C'était la manifestation physique du moment exact où j'ai réalisé ma propre valeur indéniable. C'était le moment exact où j'ai cessé de vivre dans l'ombre froide et sombre d'un frère qui n'était rien d'autre qu'une illusion fragile et toxique. Parfois, l'univers doit briser tout votre monde pour que vous puissiez enfin construire quelque chose de beau à partir des décombres absolus. J'ai dû faire face au pire de la nature humaine, entièrement de la part des personnes qui étaient censées me protéger, pour enfin trouver ma propre immense force. Je suis Julian. Je suis un directeur principal. Je suis un survivant et je ne m'excuserai plus jamais de prendre de la place dans ce monde. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec les personnes les plus proches de vous pour sauver votre propre santé mentale et votre propre vie? S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage.